Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, reçu au palais, ses membres se démarquent de leurs camarades qui réclament la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Économie. Ils soutiennent que tout doit tourner autour du social. 13 maisons réduites en poussière aux alentours de l'arène nationale à Pikine. Les propriétaires avaient reçu une sommation il y a 3 mois de cela. À Bargny, le collectif des associations pour la défense de l'environnement dans la rue, il exige la délocalisation de la centrale à charbon. Et puis la situation tendue entre éleveurs et agriculteurs à Bayard, un berger blessé par balle. Les populations très remontées réclament justice. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Audience accordée au collectif des étudiants de l'UCAD par le chef de l'État. Les étudiants se démarquent de leurs camarades qui réclament la démission des ministres de l'Enseignement supérieur et de l'Économie. Pour le collectif, les principales revendications doivent être d'ordre social. Elles doivent tourner autour des bourses. À titre d'exemple, Cheikh Maba Diop, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbaresso. Encore une fois, l'UCAD n'est pas dans une dynamique de personnaliser le combat. Nous ne personnalisons pas le combat, cause pour laquelle, si on ne peut pas demander, cette chaîne de commandement, en l'occurrence le ministre des Finances, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur, que tous ces ministres-là s'en vont, on demande, l'UCAD se démarque de tout ça, nous ne demandons pas, c'est-à-dire qu'un ministre soit démis de ses fonctions. Ce que nous demandons, c'est que le problème des étudiants soit d'une manière ou d'une autre réglé de manière définitive. Nous avons entre autres quand même discuté avec le président, c'est-à-dire si le problème lié quand même aux bourses, et une augmentation de la bourse de 18 000 francs à 30 000 francs pour la demi-bourse et de 36 000 à 50 000 francs pour la bourse entière. En plus aussi, les tickets des restaurants, c'est 150 francs pour le ticket de repas et 75 francs pour le ticket de petit déjeuner. Vous voyez, maintenant nous voulons que le chef de l'État puisse diminuer ça en faisant le ticket de repas 100 francs et le ticket de petit déjeuner minimum 50 francs. Et puis à Paris, les étudiants sénégalais ont marché pour soutenir leurs camarades du Sénégal. Ils déplorent la mort de l'étudiant Fallou Sène et espèrent que les principaux responsables vont payer de leurs actes. Une correspondance signée Ibrahima Kamara. Les étudiants sénégalais de France ont aussi montré leur indignation suite à la mort de leur camarade de Fallou Sène, du consulat du Sénégal à Paris jusqu'au parvis des droits de l'homme de Trocadéro. Il faut comprendre que tous les étudiants sénégalais, où qu'ils soient, sont tous choqués, meurtris par ces événements tragiques récents et antérieurs. Martin Luther King a dit « Injustice anywhere is the treat to justice everywhere ». Dans ce sens, même à plus de 5000 km, nous restons tous sensibles aux morts de nos camarades étudiants au Sénégal et le dénonçons avec toute la vigueur qu'ici. Qui sont venus dans des universités que pour défendre. Pourquoi? Pourquoi tuer des étudiants qui vont porter le changement? Pourquoi tuer des étudiants qui ont quitté des kilomètres et des kilomètres pour juste réussir dans leur vie? Sur ce, ils exigent la démission des ministres concernés, selon eux, par le meurtre de leur camarade Fallou Sène. Nous ne comprenons pas pourquoi la persistance à maintenir le ministre Maritonien. Nous demandons aussi la démission du ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que la démission du ministre des Armées. Parce que nous pensons que cette justice-là pourrait être rendue à Fallou Sène. Nous demandons aussi la démission ou la destitution du ministre de l'Intérieur. Toutes ces choses auraient pu être évitées si de telles autorités avaient fait preuve de responsabilité, de prendre toutes ces responsabilités pour prendre en charge tous les blessés qui sont aujourd'hui à la charge de leur famille. La marche s'est tenue dans la sobriété en la mémoire de feu Fallou Sène. Les étudiants sénégalais de France ont aussi demandé que justice soit faite. Nous parlons de politique à présent avec la charte des assises nationales. C'est juste une réflexion, ce n'est ni la Bible ni le Coran. Cette sortie du chef de l'État fait réagir Maître Mame Adama Gueye. Ce membre du comité de pilotage des assises estime que Macky Sall a violé la charte et s'est régné une fois de plus. Mame Adama Gueye que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Al-Hassan Ba et Diafar Abba. La notion de charte
est très significative, parce qu'une charte est un document à caractère juridique. Donc c'est trop facile pour justifier, pour acter un reniement de plus, de considérer que les assises c'était juste une réflexion. Ce n'était pas juste une réflexion. C'est une rencontre d'une très haute importance de sommité de ce pays, des forces vives de la nation, de la société civile, de partis politiques qui ont réfléchi sur la situation du Sénégal et fait une réflexion prospective pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire dans l'avenir. Et ça s'est conclu par cette charte de gouvernance démocratique qui est fondée sur une vision. Et cette vision parle du Sénégal comme d'un état de droit, un pays où la gouvernance est fondée sur l'éthique, la démocratie participative, la concertation. C'est ça la philosophie des assises nationales. Donc aujourd'hui, le président de la République et les membres de sa coalition, le PS, l'AFP, le PIT, la LD, ont trahi l'esprit et violé la lettre de la charte des conclusions des assises nationales et notamment de la charte de gouvernance démocratique. Sur le plan des institutions, par exemple, il y a une recommandation fondamentale qui montre l'écart abyssal entre les engagements du président de la République et sa pratique de gouvernance. Parce que dans ce document, il est préconisé de mettre fin, d'une part, à la tendance à la concentration excessive des pouvoirs à la présidence de la République, et d'autre part, à toute immixtion du président de la République dans le fonctionnement du législatif et du judiciaire. Et nous voyons très bien, dans la pratique de gouvernance du président Macky Sall, l'écart entre cet engagement et sa pratique de gouvernance. Le président Macky Sall qui fait sa propre communication, qui défend son bilan et demande à ses hommes d'en faire autant. C'était à l'occasion de la cérémonie du lancement du tome 1. Selon le docteur Rosner Ludovic Ali-Soutan, juriste, consultant, expert en communication, les hommes du chef de l'État ont du mal à faire sa communication. Il note beaucoup de maladresse de la part de Macky Sall. Il a rencontré nos reporters Tierno Laurent Mendy et Alassane Ba. Et on ne peut pas faire comme si rien n'était fait. Parce que simplement, il y a un voile qui veut envelopper l'action en cours. Mais il appartient aux intellectuels politiques en particulier, de la majorité. Mais de défendre ce bilan, de l'assumer. Défendre son bilan. Le message est clair. Une communication sur ses réalisations, faire sa propre communication. Macky Sall s'y est employé. Quelques politiciens qu'ils soient, c'est des intellectuels, et je crois qu'au fond d'eux, ils sont conscients qu'il y a des erreurs. Et ils ont peut-être des problèmes pour défendre. D'ailleurs, si vous regardez la plupart des émissions, ils sont plus ou moins perdants. Hein? Quand on dit à quelqu'un de la paix, ton président a dit, j'ai mis le coude sur des dossiers, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Ouais, quelque pertinent ou percutant que vous soyez sur le plan de la communication, quand on vous oppose des arguments objectifs, mais vous êtes démobilisé. Ils sont conscients que la communication du président a vraiment beaucoup de problèmes. Et eux-mêmes ont des problèmes parce qu'ils savent qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Des aveux que le président lui-même a fait en disant qu'il a mis le coude sur le dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, président, j'envoie qui je veux à la justice. Lier la parole et l'action, essentiel selon le juriste consultant, expert en communication. Ce n'est pas parce qu'on réalise qu'on est réélu. Ensuite, il y a des problèmes de communication au sein de l'APR et du président de la République. Parce que, vous savez, quand on vous écoute jusqu'à un certain moment et que vos faits et gestes ne correspondent pas à ce que vous dites, les gens finiront par ne plus vous écouter. Mais ils vont vous entendre sans vous écouter. Quand vous parlez de gouvernance vertueuse, c'est bien. Vous parlez de transparence, c'est bien. Mais quand dans vos agissements, vous ne faites pas des choses qui correspondent à ce que vous dites, on dirait que c'est une communication qui est malheureuse. Février 2019 n'est plus loin. Le chef de l'État veut davantage rendre visibles ses réalisations. La quête d'un second mandat oblige. Mais le docteur Rosner Ludovic Ali-Soutan note des failles dans sa communication et rectifier s'impose. Alassane Ba, le maire de Kaolack, s'insurge et s'attaque à ceux qui utilisent la situation d'insalubrité pour se frayer en chemin en politique. En réceptionnant des camions de ramassage d'ordures, Maria Massar a promis de mettre les bouchées doubles pour changer le visage de la commune de Kaolack. Une correspondance signée Ibrahima Diamé.
Alors qu'elle réceptionnait des bains tasseuses des mains de la Fondation Moustapha Sow, Madame le maire de Kaolack, Mariama Sarr, n'a pas raté l'occasion pour s'insurger contre cela qu'elle considère comme des faiseurs de malin qui, de son point de vue, utilisent l'image de l'insalubrité de la ville de Kaolack pour faire de la politique. Et je voulais vraiment inviter les beaux parleurs, les faiseurs de malin, les gens qui utilisent la situation de Kaolack pour se faire des noms, pour se frayer des chemins. Je dois leur dire de suivre l'exemple de M. Moustapha Sow, qui est un exemple de civisme, de patriotisme. Encore une fois, œuvrons tous pour cette commune qui nous appartient tous. Moustapha Sow, président de la fondation qui porte son propre nom, fils de Kaolack, mais ayant longtemps résidé à l'étranger, a offert ses 2 bains tasseuses à la commune de Kaolack pour apporter sa pelle dans la lutte contre l'insalubrité de la ville. La fondation Moustapha Sow vous a amené aujourd'hui ces 2 camions qui aujourd'hui, en tout cas pour nous, représentent quelque chose de très important pour bien évidemment venir participer à la propreté de cette ville, car nous croyons fondamentalement que c'est uniquement dans un cadre de vie saine qu'on peut réaliser certaines choses. La cérémonie de remise des clés donc, qui s'est déroulée sous une forte mobilisation, a donné plutôt l'image d'un meeting de campagne électorale. Des bus ont été mobilisés pour déplacer des militants. Puis dans la banlieue, verdict du procès d'Iprom, la Cour suprême condamne le patron de la dite société à payer 150 millions de francs CFA aux victimes. Les travailleurs de Diprom, de leur côté, veulent l'application immédiate des peines issues du verdict. À défaut de cela, ils comptent assiéger la direction générale de Diprom. Ibrahim Massei, le délégué du personnel, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow. La requête introduite par Diprom au niveau de la Cour suprême pour licencier les délégués du personnel n'a pas abouti. La Cour suprême a dit le droit en confirmant la décision du ministre. Cependant, nous exigeons la direction de Diprom, en l'occurrence Cheikh Amadou Mbacké Seye, de respecter cette décision en payant les arriérés de salaire, en versant nos cotisations à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale. De même, les délégués mis en quarantaine dans une salle doivent être réintégrés définitivement et retrouver leur poste de travail. Jusqu'à présent, on a plus de 5 décisions de justice qui n'ont pas encore respecté. Maintenant, nous donnons un appel. Si cette fois, cette décision n'a pas été respectée, nous, travailleurs de Diprom, nos familles, nous assaisissons Diprom. Nous allons assaisir Diprom pour qu'il respecte cette décision de la Cour suprême. Nous soupçonnons un deal entre la direction de Diprom et la banque islamique. Il faut que la banque sache que nous sommes des pères de famille. Rester 2 ans sans salaire et nous vivons des conditions très difficiles. Et vraiment aussi nous interpellons les autorités de ce pays. Aussi nous interpellons peut-être la direction de la banque islamique. Nous interpellons le ministre du Travail, le ministre des Finances, le président de la République, le procureur, à tous, parce que ça fait 2 ans que nous sommes là, nous sommes restés sans salaire. Et que si cette décision n'a pas été respectée, à quoi sert la justice ? Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, des propriétaires de maisons déboussolées à Pikine, rue 10. Une dizaine de maisons réduites en poussière aux alentours de l'arène nationale. Ils avaient reçu depuis 3 mois une sommation, n'est-ce pas, Ibou Diouf? La scène n'est pas jolie à voir. 13 maisons réduites en poussière. Ces engins ont tout ravagé sur leur passage. Nous sommes à Pikine, rue 10, à quelques jets de pierre de l'arène nationale. Donc aujourd'hui, il s'agissait de libérer les emprises pour permettre à l'entreprise chinoise de continuer ses travaux, notamment la construction de la route et la finition de l'arène nationale. De l'avis des autorités, ces propriétaires avaient reçu une sommation il y a de cela 3 mois. Après le délai annoncé, bonjour les dégâts. Oui, j'ai eu une sommation depuis le mois de janvier. J'ai eu une sommation parce que nous avons presque 5 mois. J'ai eu une sommation parce que le 23 février, nous avons eu une négociation avec le ministre et le préfet. Nous avons eu le mois de mai. Que de la poussière et des gravats. Du coup, le décor change, même si on annonce des réaménagements dans les prochains jours. Il faut dire également que sur ces 13 maisons, n'est-ce pas, il n'y avait que 4 maisons habitées.
Les 9, c'était des niveaux de construction différents. Alors, l'État a bien voulu accompagner ces populations impactées, n'est-ce pas? Et à l'heure où nous parlons, pratiquement tous les impactés ont reçu leur argent. En attendant de voir ce qui va sortir de terre, dans ce site à Pikine-Ridis, c'est plusieurs tonnes de ciment qui sont démolies, même si certains propriétaires ont déjà reçu un dédommagement. Centrale à charbon de Bargny, le collectif des associations pour la défense de l'environnement était dans la rue. Ces habitants de Bargny exigent la délocalisation de la centrale. Ils demandent l'intervention des autorités pour le respect de l'environnement. Les détails dans cette correspondance signée Ahmadou Bamba Samb et Ousseynou Thiam. Malgré l'état d'avancement de travaux et même quelques essais pour sa mise en service, le collectif pour la défense de l'environnement à Bargny dit toujours non à la centrale à charbon. En forum public sur la question, les responsables de ce collectif parlent toujours de non-respect des normes environnementales. Ce n'est plus approprié pour que quand même que le Sénégal puisse choisir des centrales à charbon. L'option du charbon n'est pas du tout une bonne option. Et en plus, cette centrale qui a foulé toutes les règles environnementales et surtout les menaces que ça va créer au niveau national avec les émissions de CO2, parce que cette centrale émet plus d'1 million de tonnes de CO2 par an. Compte tenu du Sénégal qui est à 6 millions de tonnes, cela dit que ça va contribuer de manière très importante par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Cette centrale, en aucun cas, on ne peut pas nous faire la théorie qu'elle ne peut pas être dangereuse pour les populations parce qu'elle est trop près de ces populations. Ce collectif vient de bénéficier du soutien du réseau des associations pour la protection de l'environnement qui plaide pour la délocalisation de cette centrale aux énergies fossiles. L'Action solidaire internationale, en collaboration avec tous ses partenaires, a décidé justement de lancer une campagne nationale dénommée Décolonise Sénégal. Décolonise Sénégal qui signifie tout simplement mettre fin à l'ère des fossiles, mettre fin effectivement à l'ère du charbon au Sénégal. Comme vous le savez, aujourd'hui le Sénégal s'est un peu engagé dans un rythme galopant d'énergie fossile, mais surtout du charbon. Et comme vous le savez, nous venons tout simplement, en tant que pays, je parle du Sénégal, de ratifier l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, tout simplement, indique que tous les pays qui sont signataires doivent tout simplement travailler à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sur l'annonce du Premier ministre pour le passage du charbon en gaz en 2021, les responsables du collectif rejettent et réclament une substitution en gaz dans l'immédiat. Et puis ce conflit entre éleveurs et agriculteurs à Bayard, c'est dans le département de Thiès, un berger blessé par balle et une vache tuée. Les populations de Bayard très en colère réclament justice. Cher Anta Diop. Un jeune éleveur conduisant son troupeau a été grièvement blessé par balle et une de ses vaches tuée sur le coup. L'auteur des faits, un agriculteur qui croyait que les animaux allaient entrer dans son champ. Les populations de Bayard, très remontées par l'acte criminel du cultivateur, sont sorties pour manifester leur colère. Le propriétaire du champ a usé d'une arme à feu pour tirer sur le gosse, un gosse de 22 ans qui est un soutien de famille, qui est alité actuellement à l'hôpital régional. Il est gravement atteint à la cuisse droite par une balle. En même temps, il a tué une de ses vaches qui juste derrière nous. Alors que, en tirant, il était à l'intérieur du champ, le troupeau à l'extérieur. Ce qui est dérangeant dans cette situation, c'est ce qui motive cette personne-là. Et nous avons appris que c'est un récidiviste. Ce n'est pas la première fois qu'il agit de la sorte. Il y a de cela 2 ans, il a tiré sur une personne mortellement. Ces populations qui dénoncent la situation latente du conflit entre éleveurs et agriculteurs dans la zone interpellent les autorités compétentes pour que justice soit faite. N'eût été l'intervention des sages, n'est-ce pas, de la communauté, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc, nous interpellons le ministère de l'Élevage et le ministre de l'Intérieur à prendre leurs responsabilités. Nous n'accepterons pas que les agriculteurs se fassent justice eux-mêmes. Parce que nous sommes tous des agriculteurs. Tous les éleveurs de la zone sont en même temps des agriculteurs. Nous interpellons également que la justice fasse la lumière par rapport à ça et que justice soit rendue. Ces populations de Bayard
Kayar, très remonté, interpelle le chef de l'État pour qu'une solution soit trouvée à ce problème. Dans le cas contraire, elles se disent prêtes à faire justice elles-mêmes. Nous allons à Bambey à présent, où les commerçantes du marché central parlent de l'étroitesse de leur lieu de travail. Ces dames affirment vivre dans des conditions de travail qui se résument à l'insalubrité qui règne dans le marché, absence d'éclairage entre autres, suffisant pour ces femmes qui sont montées au créneau pour dénoncer et pour une bonne prise en charge de leurs préoccupations. Une correspondance signée Babacar Diouf et Ndongonyeya. Les problèmes sont de divers ordres pour ces femmes du marché central de Bambey, mais apparemment celui qui les a fait sortir de leur gond, c'est l'attitude du ministre de la Femme. Nous n'avons pas été financés dans le cadre de la tournée du ministre de la Femme. Nous autres commerçantes, nous n'avions même pas été informés. Et nous pensons que s'il y a financement, ça doit commencer par nous qui nous décarcassons nuit et jour dans les marchés pour vendre qui des produits locaux, qui des agrumes. À côté de ces problèmes de financement, les femmes commerçantes du marché ont étalé beaucoup de doléances qui, si elles étaient satisfaites, auraient pu faciliter leur travail. Dans ce marché, il a fallu l'intervention de Koumba Diop qui nous a donné plus de 200 000 francs pour la réparation des toilettes. C'est grave, d'autant plus que dans cette ville, nous ne sommes plus en sécurité. Aucune lampadaire n'est fonctionnelle. Vous savez, nous du marché de Bambey n'avons pas de toilettes. Nos étals ne sont pas dignes du nom. Les vendeuses de poissons n'ont pas d'outils de conservation, pas de camions, pas de chambre froide. C'est regrettable. Le responsable local du parti présidentiel, commerçante de son État, appelle le président de la République à la vigilance. Vous savez, tout Bambey est derrière le président Macky Sall, mais c'est comme si nous étions oubliés. Je me demande même si le président est informé de cette situation dans laquelle Bambey est plongé. En tout cas, nous qui nous réclamons de son parti sommes très à l'étroit dans cette ville. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il nous reçoive en audience. Assis sur les étals de fortune, ces commerçantes du marché de Bambey craignent pour leur sécurité dans cette place où il est difficile de se frayer un chemin. À présent, le dossier du jour consacré à la fête des mères. Nous sommes allés à la rencontre d'orphelins qui nous parlent de leur peine et de leur manière assez singulière de fêter cette journée. Un dossier signé Cheikh Diop et Diafaraba. La fête des mères, des moments forts pour dire merci à nos mamans. En ce jour, quand on se rappelle de cet être cher qui n'est plus de ce monde, ça devient tristesse. Des larmes de joie, mais aussi une solitude qui peut faire pleurer un orphelin. Ça me fait mal au cœur, ça me rend triste de voir mes amis mettre des photos de leur maman. Leur souhaite un joyeux fête des mères. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que ma mère n'est plus là. C'est une fête que je vis avec plein de joie. À chaque fois que je vois mes enfants me donner des cadeaux, c'est une joie énorme. En fait, moi j'étais vendeuse dans une boulangerie, mais à chaque fois que je reviens à la maison et que ça coïncide avec la fête des mères, mes enfants me font des surprises. Je ne fais que prier pour elles, que le bon Dieu veille sur mes enfants et sur les enfants du monde. La fête des mères célébrée chaque année, une occasion pour dire merci à une chère maman avec à la clé un cadeau. J'ai des sœurs, je suis l'aînée de la famille. À chaque année, on se regroupe, on discute, on regroupe l'argent, on achète des cadeaux. Pour l'offrir maman. J'ai déjà mon cadeau avec moi que je vais lui offrir. Cathy a perdu sa maman il y a 4 ans de cela. Aujourd'hui, elle a une manière particulière de marquer cet événement. J'ai mis une statue pour le rendre hommage
et prier pour elle. Et à tous, disparition de Pierre Bellemare, une grosse perte pour l'audiovisuel, connu à travers son émission Enquête impossible. Pierre Bellemare avait su captiver son public à travers des enquêtes fouillées. À travers ce reportage, la rédaction de TFM rend hommage à ce grand monsieur de la télévision décédé à l'âge de 89 ans. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur ce plateau pour suivre en ma compagnie vos enquêtes impossibles. Une figure de la télévision s'éteint. Pierre Bellemare, l'homme aux enquêtes impossibles, quitte les plateaux de télé. Je ne crois pas qu'il ait laissé un héritier qui puisse refaire ce genre d'émissions comme lui. Je ne le pense pas, parce que dans Enquête impossible, comme vous dites, vous voyez le jeu d'expression de ce personnage. Vous voyez la rupture qu'il arrivait à mettre dans l'histoire qu'il racontait. Et ensuite, les jeux d'explication qui permettaient de se rendre compte qu'il vivait réellement ce qu'il nous racontait. Abdoulaye Ndiaye, journaliste formateur au CESTI, a longtemps suivi le parcours de l'homme de télévision. Je me souviens, j'étais jeune étudiant en France, quand il a initié un certain nombre de concepts qui étaient des concepts venus d'Amérique. C'était Télématch, où il y avait une dimension ludique de l'émission. C'était Téléachat plus tard, et pendant longtemps, il a mis Téléachat au service des grandes télévisions. Pierre Bellemare, un grand journaliste d'investigation qui avait su captiver son public à travers ses histoires mythiques et souvent étranges. Ce qui le caractérisait le plus, c'est cette capacité qu'il avait à envoûter les personnages dans l'interprétation qu'il avait des faits divers, des faits d'histoire, ou même parfois des faits qui relèvent de ce que nous vivons tous les jours, c'est-à-dire les faits de criminalité, ce qui faisait sa particularité. Pierre Bellemare est présent dans le monde audiovisuel des années 60 aux années 2000, malgré son âge avancé. Mais cet exemple peut-il se faire valoir au Sénégal? On n'est jamais suffisamment âgé pour le faire. Et le concept d'ailleurs, pour ne pas dire, l'idée que l'on développe, c'est que plus on est âgé, plus on a tellement mûri et on a une expérience. Ensuite, on a une tranche de vie, un vécu qui vous permet de pouvoir transmettre un certain nombre de connaissances ou de pratiques. Et je crois que c'est valable pour la France, ça devrait également être valable pour le Sénégal. En tout cas, l'homme s'était également illustré dans d'autres domaines, journaliste, animateur, conteur, producteur et même acteur. En mode culture, à présent, visite guidée du musée de Ousmane Sow, sculpteur. En effet, sa maison a été transformée en musée après son décès, en musée qui regorge d'œuvres d'art à faire découvrir au grand public. N'est-ce pas, Aïssatou Paye et Modou Diop? Dans ce dédale de pièces, trônent et se dressent fièrement de véritables œuvres, des œuvres monumentales, plus vraies que nature. Des séries africaines aux sculptures inachevées, le musée Ousmane Sow nous ouvre ses portes. Édifiant cette maison, on s'est dit qu'on mettait son œuvre, son art à la portée de tous les Sénégalais, car il est effectivement très reconnu à l'international. Il l'est moins dans son propre pays. Il est connu par un cercle d'initiés, mais pas par le grand public et encore moins par les enfants. Devoir de mémoire de perpétuer les œuvres de son père, même si Marina a eu du mal à un certain moment à s'accommoder à la célébrité du sculpteur. J'ai eu du mal dans les premiers temps quand on me disait mais enfin quel homme, je me disais mais de qui il parle, de qui parle-t-il? Moi j'ai quitté un père kiné, mais qui a toujours sculpté. Toujours, je l'ai, voilà. Au dernier étage de l'immense bâtisse en forme de sphinx, un goût d'inachevé dans cette série. Il aurait aimé les achever. Oui, c'était pas bon. Il est parti à 81 ans. Mais je pense que, tout comme nous d'ailleurs, moi je voyais mon père comme étant un colosse. J'étais très loin de m'imaginer qu'il nous quitterait pour moi si tôt. Parce que 80 ans pour moi c'est quand même pas... Voilà, c'est relativement tôt, même si
Voilà, voilà, à 80 ans, c'est pas rien, mais moi je le voyais centenaire, donc je pense que dans sa tête, il se disait, bon allez, j'ai encore 20 ans pour les finir. Donc oui, il est parti avec beaucoup de projets encore en cours. Figure emblématique de l'art contemporain africain, le Rodin, comme on aimait si bien l'appeler, a été le premier Africain à entrer à l'Académie française des arts. Puis Sadio Mané, héros malheureux de la finale de la Ligue européenne des champions. Son équipe Liverpool battue 3-1 par le Real Madrid malgré un but de l'international sénégalais. Eh bien, nos reporters ont suivi le match en compagnie du desk sport de la RFM dans un endroit à Dakar. Pape Faraning, Modou Diop. Au coup de sifflet final, les supporters du Real Madrid, très contents, jubilent avec des mouchoirs blancs. À côté, les supporters de Sadio Mané, très fair play. Un troisième sacre consécutif mérité, selon les merengues. Très content et très ravi. Je pense que la fête a été très belle. Non seulement on a triomphé, mais également on a vu un Sadio Mané en feu, qui nous a donné en quelque sorte une fierté et un amour propre. Je pense que cela mérite d'être revu. Sadio Mané a été excellent durant toute la rencontre, même si au dénouement, c'est l'expérience qui a fait différence. Donc véritablement, c'est juste ça. Malgré la défaite de Liverpool, Sadio Mané, avec son égalisation et sa balle sur le poteau, entre dans l'histoire de cette compétition. Satisfait de la prestation de Sadio Mané, une satisfaction locale, quand je parle local, c'est Bambali d'abord, une satisfaction nationale, c'est le Sénégal, une satisfaction internationale, c'est l'Afrique. Car le fils du Sénégal, pour une première participation à la Ligue des Champions, n'est-ce pas, parvient à marquer un but, ça c'est une satisfaction nationale, internationale. À un moment donné, même les supporters du Real Madrid étaient un peu partagés. D'une part, on supportait le Real Madrid, mais d'autre part, donc c'était tout simplement une sorte de folie. On a vu un Sadio Mané, on ne savait même pas à la limite qui supporter, parce qu'après le but de Sadio Mané, nous avons jubilé. Il y a une extase qui a été ressentie. Il a vu que c'est ça la fierté du Sénégal, c'est ça la beauté du Sénégal, et les supporters du Real Madrid et les supporters de Liverpool, tous ensemble supportaient Sadio Mané, malgré les divergences. Le match s'est déroulé dans une ambiance de grands moments de football avec la RFM. Le desk sport a tenu tout un public en haleine pendant 90 minutes dans un cadre confortable. Pafaraning, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.